Voilà, bienvenue pour cet atelier environnement et santé proposé par l'ASBL Environnement Éco-Circulaire. Je voulais juste vous dire que cette présentation vous donne un aperçu des aspects environnement et santé, mais l'objectif, c'est surtout de vous accompagner pour peut-être faire un petit pas vers plus de santé dans votre logement, de voir avec vous vos questions et peut-être ce que vous souhaiteriez mettre en place et comment vous pourriez le mettre en place. Cet atelier santé et environnement vous est proposé dans le cadre du projet Ma crèche au naturel. Je suis Hélène Goutals et je travaille donc pour l'ASBL Environnement Éco-Circulaire dont vous trouvez les coordonnées juste devant vous. Nous travaillons pour la commune d'Etterbeek avec le soutien de Bruxelles Environnement. C'est donc le projet Zéro déchet dans les crèches. Dans quelles crèches? 3 crèches ont été sélectionnées, la crèche Le Chalet, la crèche Sainte-Anne et la crèche Aimé-Dupont. Et nous vous proposons donc ces ateliers tant pour le personnel des crèches que pour vous, les parents. Nous accompagnons également le personnel dans un programme d'action vers le zéro déchet. Voici les dates prévues pour les échanges Zoom. Pour l'atelier environnement et santé, ce sera le jeudi 7 janvier. Pour l'atelier zéro déchet, ce sera le lundi 11 janvier. L'atelier produits cosmétiques ou de soins, mardi 19 janvier. Nature en ville qui traitera du potager des poules, lundi 25 janvier. L'atelier sur le compostage, mardi 2 février. L'atelier sur les langes lavables, mardi 9 février. Atelier produits d'entretien, mardi 16 février. Pourquoi cette thématique environnement et santé? Comme je le disais, il y a beaucoup d'informations, beaucoup d'éléments. L'objectif n'est pas que vous puissiez répondre à tout, mais plutôt d'avoir un peu un aperçu des différents éléments sur lesquels vous pourriez travailler pour améliorer petit à petit la santé. On peut toujours faire mieux, mais ce qui est là est déjà bien. Alors d'abord, on parlera des perturbateurs endocriniens, ensuite de l'alimentation, l'utilisation des produits d'entretien fait partie également de l'environnement et de la santé. Il y aura un atelier spécifique sur cette thématique. Les langes jetables, on en touchera un mot. Ensuite, on parlera un peu des matériaux, du sol, des murs, les peintures, le matériel également, les jeux pour enfants, les ustensiles dans lesquels les enfants mangent. Et ensuite, il y a 3 thèmes encore, mais qui ne seront pas développés, mais qu'il est important de citer. Donc, les espaces verts où nous nous rendons, où les enfants vivent, notamment autour de la crèche. Donc, sont-ils zéro pesticide? Ben oui, c'est le cas. Donc, c'est tout pour la santé des enfants. Ensuite, au niveau des déchets, les déchets ont un impact sur l'environnement et la santé globale, que ce soit en matière de transport des déchets, également de traitement final, donc que ce soit l'incinération ou la mise en décharge. Et à un niveau plus éloigné, tout ce que finalement on jette dans l'évier a un effet également sur la faune et la flore via les égouts et les rivières. Mais nous ne nous attendrons pas sur ces aspects-là dans le cadre de cet atelier. Les perturbateurs endocriniens. Alors, qu'est-ce que donc, ce sont des substances chimiques, en fait, qui copient les transmetteurs naturels que sont les hormones. La particularité, c'est que ces substances chimiques posent problème pour la santé de manière générale. Il y a donc des normes qui sont imposées pour l'alimentation, pour les cosmétiques, pour les produits d'entretien. Mais ces substances peuvent agir à des quantités infimes en dessous de ces normes. Puisque nos hormones, en fait, dans notre corps, au niveau physiologique, il en faut vraiment très très peu pour qu'elles agissent. Et donc, ces molécules, en prenant la place de nos hormones naturelles, elles agissent sur cet équilibre hormonal de nous, êtres humains, mais également de nombreuses autres espèces animales. Elles altèrent des fonctions telles que la croissance, le développement, la reproduction, et aussi des choses plus ténues, je veux dire, que sont le comportement, l'humeur, le sommeil. Donc, effectivement, avoir un peu plus d'agressivité, tout ce qui est l'hyperactivité, c'est lié aussi à ces fameux perturbateurs endocriniens, mais ce sont les premiers symptômes, on va dire, du problème, avant même que d'arriver à perturber, je veux dire, d'autres
éléments physiologiques. Alors, ça, c'est pour les conséquences. Pourquoi on les appelle perturbateurs endocriniens? Endocriniens, ça a à voir avec les hormones. Quels sont-ils? Par exemple, nous avons les parabènes, dont on parle pas mal pour les cosmétiques, donc à éviter ces fameux parabènes. Les phtalates et le bisphénol A, donc on a retrouvé dans certains plastiques. Donc c'est pour ça qu'il y a eu toutes des législations justement pour interdire l'utilisation de ces substances qui ont des qualités plastiques mais qui posent problème au niveau de la santé. Il y a par exemple le DDT qui est un ancien pesticide qu'on n'utilise plus depuis très longtemps mais qui est toujours rémanent dans l'environnement et qu'on peut retrouver donc dans certains compartiments de notre vie. La dioxine dont on a parlé aussi, donc, qui est issue de l'incinération de déchets plastiques. C'est pour ça que maintenant dans les incinérateurs, les fumées sont nettoyées avant d'être diffusées dans l'atmosphère pour éviter ce genre de problème. Il y a également la pilule contraceptive que nous prenons, ou avons pris nous les femmes. Nous éliminons également une partie de ces molécules et donc ces hormones se retrouvent dans les rivières et affectent la faune sauvage. Ce ne sont que quelques exemples. Alors ça, c'est pour l'aspect santé, je veux dire, à l'intérieur du corps, mais il y a aussi la pollution intérieure dans nos logements. Donc ça, c'est un élément important dont l'ONE se préoccupe beaucoup au sein des crèches. Et donc, j'ai repris ici un extrait du coffret Changeons d'air, édité justement par l'ONE. Vous trouverez à la fin de cette présentation et également, vous seront communiquées les différentes sources où vous pouvez trouver plus d'informations. Mais donc, pour cette pollution intérieure, elle peut être de 3 causes, donc biologique, chimique ou physique. Alors, au niveau biologique, c'est surtout l'aspect humidité et confinement de l'air, donc le manque d'aération de manière générale. Et donc, on a des polluants liés à cette humidité, que sont des moisissures, les acariens, une accumulation de CO2, par exemple, aussi. Et également les allergènes, donc, que sont les pollens. Ça, c'est pour les personnes qui sont allergiques donc, au pollen. Effectivement, si tout près de la maison, nous avons un bouleau, les personnes allergiques peuvent évidemment en souffrir. Alors, les pollutions intérieures sont principalement chimiques. Bon, il y a certains cas particuliers, comme des anciens sites industriels, des infrastructures routières, mais également dans votre propre logement, des canalisations d'eau en plomb. Donc, elles sont changées à peu près partout maintenant. On remplace ces anciennes canalisations. Ça peut aussi être des vieilles peintures qui restent, je vais dire, dans des vieux bâtiments, des cols, des détergents. Et là, c'est surtout le formaldéhyde et les composés organiques volatiles qui posent problème. Enfin, il y a tout ce qui est traitement, par exemple, contre les insectes, que sont les moustiques, ou le traitement de matelas. On utilise des pesticides, donc des biocides, qui peuvent poser problème aussi s'ils sont en trop grande quantité. Également, par exemple, les désodorisants pour combattre les mauvaises odeurs. Dans les désodorisants, pas tous, mais beaucoup, contiennent des composés organiques volatiles qui ne sont pas très bons pour la santé. Donc tout ça, c'est pour les aspects chimiques. Bon, ce n'est pas exhaustif, il y en a vraiment beaucoup. Ensuite, il y a l'aspect physique. Donc là, on parle de la radioactivité naturelle, donc le radon qui est présent dans certains lieux. Donc là, voilà, c'est lié à l'endroit où est la maison, mais également tout ce qui est bruit, qui est une pollution, je vais dire, non négligeable, et les particules fines pour lesquelles, en région bruxelloise, il y a notamment des réglementations en matière de circulation automobile pour justement diminuer cette pollution qui rentre également dans les habitations. Alors, un élément important par rapport à la pollution intérieure, c'est l'effet cocktail, c'est-à-dire que vous pouvez bien sûr ne pas être affecté par un élément chimique, mais c'est le fait que tous ces éléments, que plusieurs éléments se trouvent présents dans votre habitation, qui peuvent à ce moment-là avoir un impact, même si chaque substance prise séparément ne pose pas problème en tant que telle. Les sources de pollution, on en a parlé juste avant. Et les effets, ce qu'on peut remarquer si on souffre de cela, ce sont des maux de tête, tout ce qui est allergie, tout ce qui est affection respiratoire et tout ce qui affecte de manière générale l'immunité.
Donc, au niveau des crèches, ben, ça amène de l'absentéisme, que ce soit des enfants ou du personnel, puisque tout le monde est concerné de la même façon. Et donc, c'est vraiment important de voir tout ce qu'on peut faire pour améliorer la situation. Et c'est déjà le cas jusque maintenant dans les crèches, mais avec notre programme, on va encore essayer d'améliorer les choses si c'est nécessaire. L'alimentation. L'alimentation bio. Effectivement, ben, on en parle beaucoup, mais voilà, parfois il y a des questions qui se posent, ben, notamment quelle différence voit-on entre les produits bio et les autres? Est-ce que vraiment ils sont très différents? Donc, j'ai repris ici les résultats d'une étude qui montre qu'effectivement les résidus de pesticides sont moins présents dans les produits bio qu'en conventionnel. Il y en a effectivement, donc dans 12% des analyses contre 45% dans les produits non bio. Parce qu'il n'y a pas de miracle, les pesticides sont présents partout, donc même si un champ est cultivé en bio, il peut soit y en rester dans le sol, dans l'atmosphère, ou sur le champ voisin, il y a parfois des dérives, donc voilà, mais enfin on peut quand même se dire qu'il y en a moins. Et le dépassement des limites maximum résiduelles, donc des résidus qui sont au-dessus des normes acceptables, ben, le dépassement est plus important. Donc, c'est 3% de dépassement contre 1,2%. Donc, c'est très peu de dépassement. En général, ben, il est logique que les produits qu'on vend respectent la législation, mais effectivement, on a moins de soucis avec ce qui est bio. L'alimentation bio, donc la production bio, est aussi importante pour, au niveau des sols et pour la durabilité de la production. En effet, si on ne met pas de pesticides, ben, on n'affecte pas la faune du sol qui est très importante pour la vie du sol et donc la durabilité finalement de cet organisme sol qui va permettre d'avoir des cultures sur le long terme. On a constaté que ben, c'est depuis après la guerre qu'on a mis des pesticides et des engrais sur les champs et donc depuis le milieu des années 2000, on a remarqué une diminution maintenant de la fertilité des sols. Jusqu'à présent, jusque-là, on avait pu, en soutenant avec des engrais chimiques et des pesticides, on avait pu soutenir les cultures, mais depuis lors, on se rend compte que la fertilité et donc la productivité diminuent. Donc c'est vraiment important de rétablir la qualité des sols. Alors au niveau du prix, parce qu'évidemment ça c'est l'autre grande question quand on parle d'alimentation bio, et donc j'ai repris ici sur le tableau un calcul réalisé par le WWF et Eco2 Initiative, en comparant en fait une alimentation classique non bio, donc c'est une étude française de 2017, donc INCA, ben, c'est la troisième, INCA 3, c'est la troisième étude de consommation qui a été faite donc en 2017. Et ils ont comparé donc cette consommation, je vais dire moyenne, les habitudes alimentaires des Français, avec une assiette flexitarienne. C'est les deux premiers éléments du tableau. Donc d'abord, ça c'est l'alimentation classique, ça c'est l'alimentation flexitarienne, toujours non bio. Et ensuite, ben, on a pris l'alimentation classique en bio et puis l'alimentation flexitarienne avec 50% de produits bio. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau financier, puisqu'ici c'est le montant dépensé par une famille, est équivalent si on prend les habitudes classiques en non bio et une assiette flexitarienne avec 50% de bio. Alors, flexitarienne, c'est quoi? Ben, ce n'est pas végétarien, puisqu'on continue à manger de la viande, du poisson, mais on augmente la part du végétarien, donc on mange plus de légumineuses. Ben, c'est ce qu'on trouve ici. Donc, on a une augmentation au niveau des légumineuses qu'on n'a pas de l'autre côté. On a évidemment une augmentation des légumes également. On mange plus de légumes. Par contre, on diminue les boissons non alcoolisées, les boissons alcoolisées par rapport à l'autre. Ben, moins de boissons sucrées, moins d'alcool. Bon, de manière générale, c'est une assiette plus équilibrée au niveau de la santé et qui, au niveau budget, ben, ne change rien si on change ses habitudes et qu'on prend du bio. Alors les langes, ben, les langes jetables non bio, ben, on a trouvé des résidus chimiques effectivement dans certaines variétés de couches. Donc je dis bien que ce n'est pas toutes les couches. Mais donc voilà, il faut savoir qu'on retrouve quand même des substances chimiques.
Elle ne pose pas de problème de santé grave puisque les quantités sont infimes, mais voilà, c'était important de le signaler quand même. C'est une étude de 2017. Et donc la poudre de polyacrylate de sodium, qui est une poudre qui permet de retenir l'humidité, donc c'est quelque chose qui pose problème et qui a été retiré dans les tampons hygiéniques pour femmes, car c'était associé au syndrome de choc toxique. Donc voilà, juste pour info, il y aura plus de détails dans l'atelier Lange lavable, mais c'était pour quand même signaler ce problème qui n'est pas négligeable et qui peut être un argument pour changer les couches. Alors, maintenant que le problème est posé, j'espère que je ne vous ai pas trop assommé avec tous ces éléments, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, au niveau de la pollution intérieure, donc dans les logements ou à la crèche, c'est finalement au niveau de l'achat, regardez un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans les produits que j'achète et quelle alternative faite maison je pourrais, faite maison ou autre, je pourrais utiliser. Donc ça fera l'objet des 2 ateliers produits d'entretien et produits de soins. Au niveau des ustensiles de cuisine, regardez la qualité et évitez d'utiliser des outils qui sont trop usés. Et surtout, l'élément principal, aérer, aérer, aérer pour voilà, que cette pollution soit nettoyée par le passage de l'air. Un autre élément dont on n'a pas parlé jusqu'ici, c'est les champs électromagnétiques. C'est tout ce qui est lié au Wi-Fi, aux lampes de chevet, au téléphone sans fil et également l'utilisation du GSM. Donc j'en reparlerai un peu plus tard, mais donc ces éléments-là sont également à prendre en considération. Alors, que peut-on faire à la maison? Donc au niveau de l'alimentation, maintenant, j'en ai parlé juste avant, donc manger plus bio, plus flexitarien et local, puisque local, c'est éviter tous les transports qui peuvent poser problème. Alors, je vous propose ici 2 applications liées là aux produits d'entretien et à l'alimentation. Et donc, juste après, je vous propose de regarder donc les petites vidéos qui vous permettent de voir comment elles fonctionnent. Donc, la première application, c'est Yuka pour les produits alimentaires. Donc, vous pouvez scanner avec cette application et votre téléphone les produits au magasin et vous voyez directement si ça vous convient ou pas, ce que ces aliments contiennent. Et l'autre application, c'est Incy Beauty, ça c'est pour les produits de soins, tout ce qui est cosmétique. Et là, vous pouvez directement voir la composition des cosmétiques que vous souhaitez acheter avec des éléments de couleur qui vous indiquent s'il y a des produits qui posent problème dans le produit que vous souhaitez acheter. Aujourd'hui, j'ai décidé de tester Yuka. Yuka, c'est une application pour smartphone qui va vous permettre d'évaluer la nocivité des produits de consommation sur votre santé. Alors concrètement, comment ça marche? J'ai ici un smartphone muni d'un appareil photo. Je prends mon smartphone et j'appose l'appareil photo sur le code barre. Alors là, il est en recherche, il recherche le produit. Donc voilà. Alors ici, le fromage râpé est jugé médiocre par l'application. Médiocre pourquoi? Parce que il constate une trop grosse quantité de graisse saturée dans le produit et il juge le produit un peu calorique. Alors c'est pas bien sûr l'application qui juge le produit, mais l'application en réalité ne fait que lire très rapidement l'étiquette qui se trouve au dos de chaque produit. Alors voilà comment on peut utiliser l'application Yuka. De mon point de vue, à titre personnel, après plusieurs mois d'utilisation, je trouve qu'elle présente un gain de temps non négligeable dans le supermarché quand il s'agit de choisir entre 2 produits. D'un autre côté, elle ne donne pas la notion du goût et certains produits qui sont réputés mauvais pour la santé, comme le beurre par exemple, qui est placé sur liste rouge, mais c'est pas pour ça qu'il faut s'en priver. Hello à tous, donc aujourd'hui je viens vous parler d'une application à avoir absolument dans votre smartphone. C'est une application qui va vous permettre d'analyser vos cosmétiques et de ne pas avoir à faire vous-même vos recherches sur les composants. Alors quand vous installez donc l'application que vous pourrez trouver à la fois sur le Play Store comme sur Apple Store, voilà, elle se présente comme ceci de manière globale.
Donc quand on s'approche, on voit qu'il y a 3 menus principaux. Scanner un produit, rechercher et historique et favoris. Et on a ce petit menu aussi ici. D'abord, scanner un produit. Dans scanner un produit, il vous suffit d'appuyer juste ici. Donc on a un scanner qui s'affiche. Pour essayer cette fois-ci, j'ai pris plusieurs produits, des bio et des pas bio. Donc j'ai pris un gommage de Sephora pour homme. Donc on va voir quelle est la note de ce produit. Donc, hop, voilà. Voilà le résultat du scan. Donc comme on peut voir ici, vous avez une note de 6,6 sur 20. Donc c'est pas tip top quand même. Donc vous avez ici tout le détail du produit, la note. Et ensuite en dessous vous avez donc des différentes catégories de notation en fonction, par rapport à la composition du produit. Donc ici on est dans le menu composition. Ensuite on va passer à la catégorie rechercher. Donc l'intérêt de cette catégorie, c'est si vous avez un produit sans code barre ou si vous n'avez pas le produit sur vous mais que vous connaissez la marque, vous pouvez directement rechercher. Floram. Et c'est la crème hydratante. Voilà, donc il y en a plusieurs qui apparaissent. À vous après ensuite de chercher, de trouver la vôtre. Donc moi celle-là, elle est ici. Et comme on peut voir, elle est notée 18,6 avec 37 composants bien et 4 composants satisfaisants. Donc voilà, je la liste tout simplement. Et en fait, ce qui est cool, c'est que si vous avez l'appli sur votre téléphone, vous pouvez faire ça directement au magasin et pas attendre de l'avoir acheté pour savoir s'il est bien pour vous. D'où l'intérêt de l'appli. Ensuite ici, le petit bouton au milieu, quand on clique, on a les derniers commentaires mis sur l'appli. Donc si vous voulez voir un peu l'actu de l'appli. Donc voilà, j'ai tenu à vous la montrer parce que je trouve que cette appli est super pratique. Pour les personnes qui n'ont pas forcément envie de faire des recherches sur les composants pendant des heures, je trouve que c'est un très très bon outil d'analyse pour en savoir plus sur ce qu'on met sur notre peau, sur nos cheveux. Et finalement, on n'a plus vraiment d'excuses sur le choix de nos produits quand on a des applications aussi pratiques. Si cette application met en avant quelque chose que je voulais quand même dire, c'est que tous les produits conventionnels ne sont pas nocifs pour nous. Il y a des produits de marques distributeurs par exemple qui peuvent être très bien niveau composition, même en n'étant pas bio. Donc c'est pour ça que c'est important de chercher à en savoir plus, parce qu'on a des fois des a priori sur les produits de grande surface. Si vous avez envie de découvrir d'autres applis ou que vous connaissez des applis intéressantes, dites-le moi en commentaire, comme ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc après ces deux applications dont vous venez de voir, si vous avez regardé la petite vidéo, donc vous venez de voir les possibilités d'utilisation. Que peut-on faire à la maison en matière de mobilier? Donc je vous ai repris ici un label d'émissions dans l'air intérieur, donc qui peut vous donner une information sur le mobilier que vous achetez pour savoir s'il est en catégorie A+, donc il y a peu d'émissions, ou C, donc là où il y a le plus d'émissions. Mais malheureusement, ce label n'est pas utilisé partout. Donc que peut-on faire? Plutôt privilégier les matériaux bruts plutôt que les matériaux composites, donc le bois par exemple. Donc pour le bois, essayez de privilégier des assemblages sans colle, avec des chevilles, des tenons, des mortaises à l'ancienne. Et également des traitements de surface à base de produits naturels. Donc vous avez la cire d'abeille, d'autres cires végétales, de l'huile de lin, mais également tout ce qui est lasure ou vernis à faible émission. Donc en général, des lasures ou vernis de produits plus bio, ou également tout ce qui est à base d'eau. Tout cela limite fortement la présence de composés organiques volatiles et de formaldéhyde, qui sont donc les deux éléments dont on a parlé précédemment et qu'il faut éviter. Si vous avez des meubles à base de panneaux composites, de nouveau, essayez de choisir des panneaux sans formaldéhyde ou à faible émission de formaldéhyde. Ce sont les produits de classe E1. Enfin, si ce n'est pas le cas, vérifiez que les panneaux soient recouverts de plastique stratifié et pelliculé de tous les côtés. Donc parfois, il y a un côté où c'est ouvert. Là, il faudrait
tenter de fermer ce côté pour limiter la diffusion des toxiques dans l'air. Une autre chose, c'est de laisser aérer quelques semaines les nouveaux meubles en contreplaqué. C'est la même chose aussi pour les jouets, etc. Donc, laisser aérer avant d'utilisation. Au niveau des GSM, tout ce qui est champ électromagnétique, donc il faut savoir que d'une part, les lampes de chevet, donc le fil d'alimentation des lampes de chevet émet un champ électromagnétique, donc c'est important d'éviter de les mettre sous le lit ou trop proche, je veux dire de la tête, en tout cas le fil qui amène donc l'électricité, sauf si vous disposez d'un système je vais dire, qui permet d'éviter ces champs électromagnétiques. Mais ça, donc, c'est pour les lampes de chevet. Mais pour les GSM, donc, le GSM lui-même, donc l'appareil, émet plus. Donc, l'intensité des champs est plus importante au niveau du GSM plutôt que tout ce qui est les bornes Wi-Fi ou les antennes, etc. Donc, c'est vraiment le GSM lui-même qu'il faut éviter de porter à proximité des enfants. En tout cas, pas à leur oreille, puisque le cerveau des jeunes enfants est beaucoup plus sensible, les adolescents également, moindre mesure, que le cerveau d'un adulte. Au niveau de l'ONE, donc nous avons pris quelques recommandations, donc ce n'est pas exhaustif. Ici, les sources, c'est le Flash Accueil 35 sur les perturbateurs endocriniens et un autre sur la santé dans les milieux d'accueil qui parle des pesticides. Donc, l'ONE a revu le contenu de nos ateliers pour vérifier que tout était OK. Donc, quelques recommandations. Le change, donc au niveau des enfants, ben, l'idéal, c'est de l'eau, du savon d'eau et un gant de toilette, plutôt que des lingettes. Donc, privilégier cette façon de procéder. Les produits solaires, ben, éviter les nanoparticules. Donc là, l'application INSEE peut vous aider pour voir si votre produit en contient ou pas. En général, c'est indiqué sur l'étiquette. Pour les récipients, ben, privilégier des récipients en faïence, en verre, en inox, plutôt qu'en plastique. Il y aura une petite dia juste après pour vous montrer quelques exemples. Les peluches, donc comme j'avais expliqué pour les meubles, ben, d'aérer, ben, les peluches, c'est important de les laver, ainsi que les jouets, de les laver et d'aérer avant usage. Donc pour les jouets, privilégier le tissu, le bois, plutôt que le plastique. Et voilà, si on utilise du bois composite éventuellement ou des plastiques, ben, faites attention à l'usure, puisque avec l'usure, ben, les particules peuvent entrer plus facilement en contact. Et pour la lutte contre les organismes nuisibles, donc vraiment utiliser des méthodes alternatives, pas de produits chimiques à diffuser dans l'atmosphère qui posent vraiment des problèmes de santé. Le cas particulier des huiles essentielles, donc les huiles essentielles peuvent être utilisées de manière efficace pour se soigner, mais pour les enfants, il vaut mieux éviter en tout cas certaines huiles essentielles qui sont trop fortes. C'est vraiment des éléments naturels, mais qui ne sont pas sans impact pour la santé. Il faut être prudent et en tout cas éviter les inhalations pour les enfants. Et pour un enfant de moins de 30 mois, pas d'administration d'huile essentielle par voie interne. Et donc, pour votre information, dans les crèches, ben, sans prescription médicale, aucune huile essentielle ne sera utilisée. Et à la maison, nous vous conseillons donc d'utiliser l'huile essentielle que sur conseil du médecin et pas en automédication. Au niveau des contenants alimentaires, dont je vous ai déjà parlé précédemment, voilà quelques petits conseils extraits d'un document de WECF, donc de Santé Environnement en France. Donc vous trouverez les références à la fin du document. Donc quand vous faites vos courses, et donc préférez d'une part les fruits et les légumes frais et locaux, les produits non emballés, le verre. Donc ça c'est vraiment les emballages, pas d'emballage ou les emballages préférés. Ensuite, certains plastiques, voilà, il faut privilégier certains plastiques. Les boîtes de conserve et les canettes, c'est encore possible, mais vous voyez, la couleur est orange, donc c'est pas l'idéal. Il faut savoir que depuis 2015,
le bisphénol A n'est plus utilisé. Donc précédemment, il y avait une couverture plastique à l'intérieur des canettes pour la conservation, mais qui contenait du bisphénol. Ce n'est plus le cas, donc pas de souci. Les films alimentaires, ben, ce n'est pas l'idéal, hein, puisque c'est en plastique. Les barquettes de polystyrène, pas top non plus. Et alors les produits industriels riches en additifs, mais là c'est vraiment l'aliment lui-même qui pose problème, puisqu'il y a des additifs dans les aliments et surtout aussi trop de sucre ajouté, puisqu'on indique pour la santé qu'il faut un maximum de 10% dans la ration alimentaire de sucre ajouté. On en ajoute naturellement nous-mêmes, je vais dire des sucres rapides, mais donc dans les produits industriels, il y en a déjà de trop. Donc il faut vraiment éviter ces produits, je vais dire tout préparés. Ça c'est pour les courses. Alors au niveau de la cuisine, de nouveau le verre en premier choix, l'inox également, les ustensiles en bois non traités, la porcelaine, pour les moules justement, pour tout ce qui est pâtisserie, etc. Et dans le four, préférez la porcelaine, le pyrex et le fer. Le papier de cuisson, plutôt que le papier de cuisson sulfurisé blanc classique, et surtout plutôt que l'aluminium. L'aluminium est vraiment à éviter parce que d'une part, il peut poser problème de santé quand vous utilisez tout ce qui est acide, donc par exemple tout ce qui est à base de tomates, qui peut attaquer à ce moment-là l'aluminium qui se retrouve dans l'aliment, mais surtout parce que la production d'aluminium est vraiment néfaste pour l'environnement. Alors, des planches à découper en plastique, étant donné qu'on coupe dans la planche, on risque d'insérer des petits morceaux de plastique dans l'aliment, donc à éviter. Et le silicone également, très coloré et bon marché, c'est à éviter. Voilà, donc ici, nous arrivons à la fin de cet atelier environnement et santé, qui est donc un atelier d'introduction aux autres ateliers thématiques. Donc, au niveau de l'alimentation, il y aura un atelier alimentation durable proposé par l'ONE. Au niveau des cosmétiques, l'atelier produits de soins où on vous proposera la fabrication d'un liniment maison. Au niveau des produits d'entretien, il y aura un atelier produits d'entretien avec aussi la fabrication d'un produit d'entretien maison. Enfin, les langes lavables, donc vraiment lors de cet atelier, la thématique des langes de manière générale sera développée. Et également atelier zéro déchet, compostage, on en a parlé, poulailler, etc. Pour aller plus loin, voilà un peu nos sources et les éléments qu'on vous propose éventuellement d'approfondir. Donc, il y a les documents proposés par l'ONE, des fiches d'espace environnement, donc santé-habitat.be, d'EcoConso également, ecoconso.be, et enfin les fiches santé-environnement en France dont je vous ai parlé et dont voici les ressources. Voilà, merci à vous pour votre participation et à très bientôt.